La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h12, c'est l'heure des voix de l'économie. Votre invité Stéphane, le président délégué du Conseil d'analyse économique. Bonjour Xavier Jaravel. Bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Classique. Les droits de douane américains, David le disait à l'instant, c'est un camouflet pour Donald Trump. Le tribunal de commerce international des États-Unis bloque les droits de douane réciproques instaurés début avril. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe et pour la France? C'est une bonne nouvelle pour le monde parce qu'on a effectivement vu une politique du président américain assez erratique. On va voir si effectivement il peut être entravé par ces procédures judiciaires, ça reste à démontrer. Mais ça montre qu'il faut aussi rester ferme et ne pas trop lâcher prise en européen face aux menaces en fait que le président américain proférait jusqu'à encore récemment, avec des droits de douane de plus de 50% qui étaient annoncés pour début juin, ensuite pour début juillet, mais qui vont peut-être pas être effectifs. Quelle doit être la stratégie de l'Union européenne face à Donald Trump? Vous avez au Conseil d'analyse économique travaillé conjointement sur cette question avec votre homologue allemand. Absolument. Et en fait, il y a un peu deux aspects. C'est-à-dire que d'une part, on voit que jusqu'ici, les droits de douane imposés par Donald Trump ont surtout été néfastes aux États-Unis eux-mêmes. C'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que jusqu'ici, on constate plutôt des hausses de prix pour les Américains. Et donc, c'est pas les étrangers qui payent davantage d'impôts via des droits de douane, c'est tout simplement les Américains qui payent plus cher. Alors on pourrait dire il ne faut rien faire, puisque finalement ce serait se tirer soi-même une balle dans le pied que de répliquer avec des droits de douane uniformes. Pour autant, si vous ne faites rien du tout, vous risquez aussi d'apparaître faible, d'apparaître comme une Union européenne qui ne respecte pas sa propre souveraineté, qui ne veut pas s'affirmer. Donc ce qu'on propose, c'est finalement assez simple. C'est un peu une approche de dissuasion, c'est-à-dire d'avoir une approche intelligente sur la capacité à cibler des produits pour lesquels on peut faire mal aux États-Unis, parce que l'Union européenne représente une partie importante de la demande, par exemple des produits agricoles, des vins de Californie, et en même temps avec un coût faible pour les Européens, parce qu'il existe plein de produits de substitution. On trouvera beaucoup d'autres vins européens. Et donc avoir cet instrument dans notre arsenal, donc on a une liste en fait de produits comme ça avec des vulnérabilités asymétriques. Il ne s'agit pas d'utiliser cet outil, il s'agit plutôt de faire de la dissuasion, mais de montrer qu'on peut, si nécessaire, répliquer et du coup affirmer la souveraineté européenne. Vous dites éviter l'escalade. Est-ce que la loi anti-coercition dont dispose l'Union européenne, ce serait aller trop loin et provoquer excessivement les États-Unis? À notre sens, c'est bien de dire qu'on peut l'utiliser pour taxer les géants du numérique si nécessaire, mais dans cette perspective de dissuasion. Comme la dissuasion nucléaire, on ne veut pas l'utiliser, mais on veut être prêt à le faire si nécessaire pour que les négociations se passent au mieux dans la perspective de nos intérêts. L'actualité, c'est également le Premier ministre François Bayrou qui veut rétablir l'équilibre des comptes publics en l'espace de 3 ou 4 ans. Le plan sera présenté avant le 14 juillet. Il va demander des efforts à tous les Français. Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, avait lancé un avertissement lorsque Michel Barnier était à Matignon sur le risque de vouloir aller trop vite en matière de rétablissement des comptes publics avec des mesures trop radicales qui risqueraient de casser la croissance. 3 ou 4 ans pour François Bayrou, ce serait aller trop vite? Je pense que le risque principal, c'est quand même d'aller trop lentement. C'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui de rassembler les forces politiques derrière un vrai projet de réduction du déficit. Et donc, le vrai risque pour nous, c'est de continuer à faire semblant à cause de contraintes politiques. Et du point de vue économique, en fait, c'est important de réduire ce déficit. Il y a un consensus parmi la quasi-intégralité des économistes sur la réduction du déficit. Il y a aujourd'hui un risque d'emballement de la dette, de hausse des taux d'intérêt, comme on le voit d'ailleurs déjà un peu au Japon ou aux États-Unis. Et donc on peut discuter de ce rythme, mais il me semble pas particulièrement élevé, en tout cas en tant que mise de jeu, puisqu'on voit bien que ça va être toute une négociation entre groupes politiques pour ensuite faire passer ce budget à l'Assemblée nationale. Mais vous pensez que dans la classe politique, il y a aujourd'hui une prise de conscience que la situation est devenue vraiment critique et qu'en matière d'endettement, il faut vraiment arrêter les frais? Dans la classe politique, je ne sais pas. Parmi les économistes, il me semble que c'est le cas, qu'il y a des économistes qui avant avaient des visions un peu différentes, qui aujourd'hui s'accordent pour dire qu'il y a un enjeu à stabiliser la dette. Le Conseil d'analyse économique a fait des travaux sur ça l'année dernière. Et l'ordre de grandeur, c'est de trouver 120 milliards d'euros à terme pour pouvoir stabiliser la dette en part du PIB. Et donc c'est une assurance contre une crise future. C'est créer des marges de manœuvre pour des projets prioritaires. Récemment, on parle de la défense, mais il y a aussi tous les investissements d'avenir, comme l'école, comme la transition écologique. Et c'est aussi un aiguillon pour rendre notre dépense publique plus efficace. C'est-à-dire que s'il faut dépenser moins, ça voudra dire aussi peut-être qu'on voudra dépenser mieux. 120 milliards d'euros d'économies en 3 ou 4 ans, est-ce que ça vous paraît réaliste ?
À nouveau, les contraintes politiques sont telles qu'il me semble que c'est peu probable. Mais on ne peut pas faire au plan par économique. petite touche 120 milliards, ça impose nécessairement une remise à plat d'un certain nombre de choses. L'assurance maladie en est une. Voilà, il faut toucher à tous les grands postes de la dépense publique. Il y a plusieurs grands corps de l'État qui ont fait des revues de dépenses. Par exemple, l'IGF, la Cour des comptes ont identifié l'année dernière 20 à 25 milliards d'euros qui pourraient être réduits. Et en fait, il s'agit plutôt que de réduire, plutôt de ralentir la dépense publique. C'est-à-dire que chaque année, la dépense publique augmente. Et il s'agit en fait de la faire ralentir, c'est-à-dire d'augmenter moins vite que le PIB. C'est comme ça qu'à terme, on stabilise notre dette et on évite ce risque d'emballement et de crise des finances publiques. Mais est-ce qu'il y a vraiment du gras, comme certains veulent bien le laisser entendre, dans la dépense publique? Aux États-Unis, Elon Musk était censé tailler dans les dépenses avec le Dodge. Il s'est rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas tant de marge de manœuvre que ça. Mais c'est sûr qu'il vous ferez quasiment toujours des perdants. Et après, il s'agit, je pense, de créer un consensus politique pour dire qu'il vaut mieux aujourd'hui répartir ces coûts de l'ajustement budgétaire plutôt que d'attendre qu'une crise se produise et là devoir faire face à un ajustement beaucoup plus brutal. La santé est un gros chantier, l'éducation est un gros poste de dépense. Vous avez travaillé sur le sujet de l'éducation. Comment est-ce qu'on améliore l'efficacité du système éducatif sans que ça nous coûte plus cher? On peut s'appuyer sur toute une série d'études. Donc c'est ce qu'on a fait dans des travaux du Conseil d'analyse économique parus le mois dernier. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs postes de dépenses d'éducation qui sont très efficaces. C'est-à-dire que vous vous enrichissez en fait, même en tant qu'État, parce que vous augmentez les compétences, donc la productivité, donc en fait à terme les salaires et même les recettes fiscales de vos contribuables, qui maintenant ont des salaires plus élevés parce que mieux formés. Et donc on peut vraiment suivre ça avec des analyses scientifiques, par exemple en comparant ceux qui ont bénéficié de réduction de taille des classes à d'autres qui n'en ont pas bénéficié. Et dans le cas de la réduction de taille des classes, on voit que c'est effectivement un cas qui est autofinancé, c'est-à-dire que ça accroît les compétences et à terme les rentrées fiscales suffisamment pour que ça fasse plus que compenser le coût de réduction de taille des classes qui est payé d'emblée. Donc c'est-à-dire qu'il faut être prudent en fait quand on touche à la dépense d'éducation parce qu'on peut en fait s'aborder la soutenabilité des finances publiques à terme si on réduit trop. Donc c'est un poste qui ne doit pas forcément être sanctuarisé parce que certains postes de dépenses en revanche sont beaucoup moins efficaces. Par exemple le redoublement, quelque chose qui marche très très mal. Et qui coûte extrêmement cher. Oui. La baisse de la natalité va entraîner une diminution du nombre d'élèves. C'est un dividende démographique, c'est comme ça que vous le qualifiez. Il ne faut pas jouer avec ce dividende. Ça, c'est votre message. Vous dites que la tentation est grande, mais ce serait une erreur. Voilà, précisément parce qu'en fait, avec la baisse tendancielle de la taille des différentes cohortes d'élèves, ça réduit spontanément la taille des classes si vous ne faites rien. Et en fait, c'est plutôt efficace, parce que ça va permettre d'augmenter la qualité de transmission du savoir et donc à terme les compétences, les salaires, les rentrées fiscales. Et donc il faut plutôt réorienter la dépense publique, par exemple, ne pas trop miser sur le redoublement ou même les groupes de niveau qui sont pas très efficaces et d'autres choses en revanche comme le tutorat ou la réduction de taille des classes, c'est une dépense très très efficace. La France est en perte de vitesse, notamment dans le classement PISA avec un gros plongeon en mathématiques. Comment est-ce qu'on redresse la barre sans dépenser plus? Juste précisément en utilisant ces résultats d'évaluation pour mieux orienter la dépense vers ce qui marche bien. Mais là aussi, la marche est haute. C'est comme la dette publique. C'est vraiment des efforts de long terme. Il me semble que dans le débat public français, on n'a pas totalement saisi l'ampleur de ce défi. Et donc, déjà, se donner pour objectif de remonter dans le classement PISA, comme l'ont fait d'autres pays, l'Allemagne, le Portugal, dans les années 2000, ce serait déjà beaucoup. Et ensuite, s'appuyer sur les résultats de la recherche pour miser sur ce qui marche. Vous êtes économiste, désormais président délégué du Conseil d'analyse économique. Vous pensez qu'on réussira à éviter les hausses d'impôts ? Comme je disais, c'est difficile, notamment parce qu'il faut rassembler toutes les forces politiques pour faire passer un budget, et donc probablement qu'il y aura un mix avec plus d'efforts en recettes, plus d'efforts en dépenses annoncés que d'efforts en recettes. Parfois, dans la réalité, ce qui se traduit, c'est que finalement, on passe surtout par les recettes. C'est jusqu'ici ce qui s'est passé dans les années récentes. Merci beaucoup, Xavier Jaravel, d'être venu ce matin sur Radio Classique. À demain, Stéphane. Merci à tous les deux. Stéphane, on vous retrouve dès 6h, évidemment, pour la matinale de l'économie. Dans quelques instants, les coulisses de la politique. Édouard Philippe sort un livre et accélère, mais à droite, il est l'homme à battre, et donc à abattre. Mais tout de suite, c'est Karine Dijoux.